C'est un plaisir de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Espace Éco, un numéro qui se propose aujourd'hui de s'intéresser à la dette publique du continent africain. Selon certaines sources, cette dette se chiffrerait à près de 370 milliards de dollars. D'autres parlent même de 500 milliards de dollars. Quoi qu'il en soit, il est évident que les générations d'hier et d'aujourd'hui, au lieu de laisser un patrimoine aux générations futures, leur laissent des dettes colossales, voire irremboursables. Mais à quoi sert concrètement cette dette? Contribue-t-elle réellement à booster le développement de l'Afrique? Le continent noir pourrait-il s'en passer? Voilà quelques angles que je vais aborder avec mes invités que j'aurai le plaisir de vous présenter dans un court instant. Pour ce débat, je reçois M. Kodjo Atto, il est spécialiste en marketing et stratégie, et M. Casimir Pédia, journaliste. Chers invités, merci d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir. Alors pour commencer, quel regard portez-vous sur l'état actuel de la dette africaine? On commence par vous, M. Atto. L'état actuel de cet endettement est terriblement colossal. Au point qu'aujourd'hui, on peine encore à réaliser le développement que les pays africains se sont tissés. Merci. Casimir Pédia. Merci. Que vous inspire l'état actuel de la dette africaine? Alors, avant d'en venir à votre question, permettez que je dise quand même que selon que vous êtes en Afrique, selon que vous êtes de façon globale dans le monde, la notion de dette varie d'un point à un autre. Alors, selon que vous êtes par exemple en Europe, la dette a une autre conception. Et quand vous êtes africain, il y a encore deux zones. Il y a l'Afrique subsaharienne et il y a l'Afrique, enfin le Nord, le Maghreb, qui a également une autre notion de la dette. Alors, quand je vais en venir à votre question, la notion de la dette en Afrique subsaharienne, j'ai comme l'impression que ça a une conception beaucoup plus péjorative, beaucoup plus dominante. C'est encore un autre moyen par lequel les Occidentaux, pour ne pas dire nos anciens colons, tiennent encore l'Afrique subsaharienne. C'est un moyen défini par nos États comme un complément, un additif donc, du budget général de l'État. Quand je prends donc l'Afrique dans ses compartiments étatiques, sinon que la dette devrait être normalement perçue comme un moyen légal permettant donc à un individu, à un groupe d'individus, à une société ou carrément à un État, pour ce qui est donc de ce sujet-là, de pouvoir disposer des moyens pouvant lui permettre donc d'accomplir dignement son programme, ses projets, son projet de société selon le vocable donc attribué donc à l'ensemble des actions visant donc à développer donc l'économie. Et donc la dette en Afrique subsaharienne, dans nos États, est perçue donc comme un déficit donc de notre budget. Chaque année, nos États se plaisent à élaborer des budgets qui, à la limite, dépassent leurs compétences, qui dépassent la collecte des ressources pour ce qui est donc des États, la majeure partie des États qui collectent donc les recettes sur le tas, enfin, les recettes des potes, des pays donc qui n'ont pas forcément une richesse du sous-sol. Donc, c'est un moyen pour donc compenser un tant soit peu ceux qui ne peuvent pas donc réunir sur le plan national pour pouvoir venir à bout donc de leur politique. Alors que la dette, quand vous êtes européen, quand vous êtes français, eh bien, c'est un moyen qui vous permet donc de vous développer. Vous vous endettez pour vous développer. Or, en Afrique, surtout subsaharienne, vous vous endettez pour vous appauvrir. Et ceci, tous les ans, les pays africains se plaisent donc à aller à cette dette pour être toujours donc sous la bannière du colon, sous la bannière donc des institutions de Bretton Woods qui
au détour donc d'une petite crise ou d'une grande crise, peut leur dire, bon, écoutez, venez les enfants, vous avez quel problème? Et puis, bon, écoutez, moi, je vais vous donner quelques cacahuètes, contentez-vous de ça. Non, la dette, c'est beaucoup plus sérieux, c'est un moyen légal que nous devons donc approprier, nous devons savoir approprier en Afrique subsaharienne surtout. Nous devons pouvoir tropicaliser la dette pour en faire un outil donc, de développement. Donc voilà un peu ce que je peux dire de façon globale. C'est tellement dans le détail. Si je vous comprends bien, Kazmi Pega, finalement la dette n'aura pas servi à grand-chose pour l'Afrique. En Afrique subsaharienne, la dette n'a pas servi. Et j'en citerai, quand vous prenez le plus endetté, n'est pas le plus industrialisé en Afrique subsaharienne. Alors que quand vous prenez par exemple l'Asie, le plus endetté, le Japon, lorsque vous parlez donc du ratio dette sur le produit intérieur brut, c'est le Japon. Jusqu'au 31 décembre 2019, c'est le Japon en Asie qui est le plus endetté. C'est quand même un des pays les plus cités en Asie. La Chine fait partie également, avec plus de 45% donc, du ratio dette sur produit intérieur brut. La Chine aujourd'hui, c'est quand même un pays développé, un pays où il fait bon vivre, un pays où le minimum social commun est partagé par tous, où aujourd'hui la Chine veut compter par milliers le nombre donc, de pauvres, la Chine veut compter le nombre de personnes disposant donc d'un smart. Vous voyez, donc véritablement, la dette en Afrique n'a pas une notion de développement. La dette en Afrique, c'est une autre façon pour les dirigeants de tenir en haleine donc le peuple. C'est une autre façon donc de mal gérer, si vous permettez. C'est une autre façon de dire le colon est toujours là et nous respectons donc ce colon. Nous allons continuer donc dans cette... C'est dommage. Vous estimez aussi que la dette n'a servi à rien? Oui, tout est là devant nous. Aujourd'hui en Afrique, principalement au Bénin, tout est là. Toutes les nations. Et c'est prouvé, c'est justifié que qu'une nation africaine qui s'endette, s'enlise au jour le jour dans la misère avec son peuple. Mais nous voyons quand même des réalisations. Nous avons des infrastructures qui sont construites tous les jours. Les infrastructures, elles servent quand même à quelque chose. Les infrastructures que nous voyons, en réalité, ne doivent pas être considérées comme un indicateur de développement. Moi, je prends souvent ces réalisations comme des indicateurs que, autrement, le colon a redirigé pour nous contrôler autrement. Mais quand vous attaquez le colon, oui, il n'y a pas que lui qui prête de l'argent à l'Afrique. Aujourd'hui, on a des investissements privés, on a les partenaires multilatéraux. Voilà. Quand on parle des investisseurs, des partenaires internationaux ou locaux, on va fouiller dans leur cahier de charges. D'accord? Que déjà, ce sont des gens qui sont envoyés, téléguidés, contrôlés, pour pouvoir mettre la main sur tout ce qui va amener au développement de l'Afrique. Eux-mêmes, l'argent qu'ils vont amener, ils ont trouvé ça où? Et ils ne produisent pas de l'argent. Ce sont des Blancs, les colons, qui sont derrière eux. Pas que des Blancs. Pas que des Blancs. Mais aujourd'hui, quand on prend nos intellectuels, sur qui on pouvait compter, pour dire eux, ils sont nos défenseurs à leurs yeux. Mais ce sont eux qu'ils ont récupérés, formatés et constitués en même temps des obstacles pour leur développement. Du coup, ceux-là qui arrivent avec ces sous, accompagnés de nos frères africains, mais ils sont dans les mêmes objectifs, le même esprit que les colons, les occidentaux. C'est un peu ça. Une réaction par rapport à ça? Vous savez, la notion de la dette, je l'ai dit, ça évolue selon donc votre point sur le globe. Et en Afrique, j'ai envie de citer le Nigeria
qu'on le veuille ou non aujourd'hui, c'est le pays qui est cité en termes d'économie, en termes de puissance, en termes de richesse. C'est le pays qui est cité. C'est la première puissance. Mais figurez-vous que sa dette ne représente que 22% de son produit intérieur brut. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est des classements qui sont sur la toile, qui sont disponibles. 22% seulement. Alors que quand vous allez par exemple au Canada, enfin, au niveau de l'Afrique du Nord, vous avez le Canada qui a 90% Vous parlez d'Afrique du Nord, on n'est pas en Afrique au Canada. Du moins de l'Amérique du Nord, excusez du peu. Le Canada a 90% sa dette représente 90% de son produit intérieur brut. Je peux citer beaucoup d'autres pays. Qu'est-ce que vous voulez nous faire comprendre? Ce que je veux vous faire comprendre, c'est quoi? C'est que les pays les plus développés au monde sont les pays les plus endettés. Alors qu'en Afrique, les pays les plus riches sont les pays les moins endettés. C'est pour vous dire quoi? La dette, jusqu'à présent, n'est pas encore conçue comme une notion de développement pour les pays africains. On pense que la dette... D'abord, notre culture, nous n'avons pas la notion de la dette. Vous ne pensez pas que si le Nigeria n'est pas autant endetté, c'est parce que le pays s'autosuffit quelque part? Justement, c'est ce que nous croyons. En Afrique, nous pensons que nous nous autosuffisons, que nous avons les moyens nécessaires pour nous développer. Or, la notion de la dette n'est pas une question d'autosuffisance. Il y a des multinationales. Il y a aujourd'hui ce qu'on peut appeler le secteur privé, ce qu'on peut appeler les épargnes au niveau des institutions financières qui accompagnent les États. Il y a la cagnotte financière nécessaire pour aller au développement. Il y a la cagnotte qui est là. Il faut aller chercher pour venir développer son pays, pour que véritablement ce que vous êtes allé chercher puisse créer de la valeur. Et c'est avec cette valeur maintenant, vous allez prendre pour accomplir les seconds rôles de la République, tels que, vous l'avez posé la question, les infrastructures sont là. Mais quels sont les types d'infrastructures que nous avons en Afrique? Quand on va chercher de l'argent en Occident ou bien en Asie, c'est pour construire les écoles. C'est pour construire les hôpitaux, Inès. C'est pour les toilettes. C'est pour la santé des populations. Ça participe au développement aussi. Oui, mais c'est des fonctions de second rôle. C'est des fonctions de second rôle. Aucun pays au monde ne s'est développé en développant ses hôpitaux. Aucun pays dans le monde ne s'est développé en finançant le secteur social. Je parle du social ici. Quand vous parlez de l'éducation, vous parlez de la santé, vous êtes dans le social. Vous vous développez lorsque vous développez les secteurs vitaux, tels que par exemple les infrastructures, la navigation, qu'elle soit maritime ou aérienne, l'industrialisation. Mais tout cela ne peut pas être déconnecté de l'éducation, vous convenez? Oui, ça ne peut pas être déconnecté de l'éducation, mais l'éducation telle que nous la percevons en Afrique n'est pas cette éducation qui va vers la technologie. Nous ne développons pas le secteur de l'éducation pour aller à la production. Nous éduquons, nous envoyons nos enfants à l'école parce qu'ils doivent savoir lire et écrire dans la langue du colon. Que ce soit anglais, que ce soit français, espagnol et que sais-je encore. Alors que les autres, quand je prends la Chine investit dans l'éducation pour créer des ingénieurs, pour créer des agronomes, pour avoir la main-d'œuvre qualifiée, pour pouvoir développer des secteurs vitaux de son économie. Alors qu'ici en Afrique, regardez nos modules de formation, c'est tourné vers le général. À la limite, c'est parfois, vous avez des pays qui sortent un peu la tête de l'eau en développant la médecine comme le Sénégal et le Bénin. Pourquoi pas? Vous avez quelques-uns qui arrivent quand même à montrer un peu plus, tels que l'Éthiopie, le Kenya, avec les technologies de l'information et de la communication. Véritablement, Inès, nous n'avons pas encore en Afrique la notion du développement. Nous n'avons pas encore la notion des moyens, parce que vous concevez d'abord les projets et vous allez maintenant vers le financement de ces projets. Et le financement de ces projets aujourd'hui passe par la dette, l'endettement. Et l'endettement ne doit pas être une notion péjorative dans la conscience collective, surtout de ceux-là, des décideurs. Ça doit être perçu comme un moyen de développement. Vous vous endettez, vous réalisez votre projet et à la fin, vous remboursez ce que vous avez, le service de la dette, pour pouvoir permettre aussi à l'autre qui vous est venu en aide de pouvoir se relever, de ne pas s'enliser dans des impayés. Donc véritablement, je crois, Inès, que
la question de la dette en Afrique subsaharienne doit être conçue, doit être repensée, un peu comme le professeur togolais Nubouko, qui pense aujourd'hui que véritablement l'Afrique doit pouvoir se développer, mais avec ses propres moyens déjà. Et de plus en plus, nous assistons à des mécanismes, à la mise en place d'un certain nombre de mécanismes pouvant permettre aujourd'hui de corriger un peu la notion de la dette. De plus en plus, vous entendez parler des titres. On ne parle plus trop de la dette, mais les titres, pour pouvoir quand même essayer de corriger un peu cela, quand vous prenez l'Afrique, la région de l'Afrique de l'Ouest, vous avez quand même un instrument qui est en train de faire son petit bonhomme de chemin depuis donc les années 1998 pour ce qui est de la BRVM et depuis donc 2014 pour ce qui est donc de l'agence UEMOA, à titre deux instruments mis en œuvre par donc l'Union économique et monétaire ouest-africaine sous la coupole donc de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, qui aujourd'hui est en train de montrer véritablement que oui, nous pouvons aller à la dette, oui, nous pouvons aller à une dette souveraine et oui, nous pouvons aller vers une dette qui puisse nous permettre de rembourser, donc d'honorer nos engagements vis-à-vis. Maintenant, il y a une question qui se pose tout le temps, c'est les coupons. Comment allons-nous gérer les coupons? Je veux parler donc du taux d'intérêt parce que nous allons attendre, avant d'en arriver là, nous allons attendre d'écouter la réaction de M. Atto. Alors, M. Atto, si la dette, l'endettement ailleurs, c'est réellement pour le développement, pourquoi n'en est-il pas ainsi en Afrique, comme vous le dites? Répondre à cette question me permet de revenir un peu en arrière sur comment est-ce que les grandes nations se sont développées sans dette. Et quand on prend la Chine, la Corée du Nord et les autres pays, qui peut nous expliquer comment ils se sont endettés pour être à ce seuil de développement? C'est pour dire que la dette ou l'endettement n'est profitable qu'aux puissants. Les faibles nations comme les Africains, le pays africain ne doit plus aller comme ça à la dette. Parce que la dette aujourd'hui doit être considérée comme un instrument efficace dans la main du colon pour toujours mettre à genoux les pays africains. C'est comme ça qu'on doit considérer cette dette. Parce que depuis des années, depuis après 60, 80, 90 à 2000, 2020, mais l'argent qui a été injecté à travers la dette, mais on a le résultat aujourd'hui. Le peuple souffre amèrement. Le taux de chômage grimpe en année en année. Le soin de la population ne sont pas prises en compte. Les maladies, on est incapable même de lutter contre des maladies naturelles comme inventées. Le peuple africain, malgré toutes ces dettes, n'arrive pas. Donc, il faut changer de paradigme pour considérer les réalités de ces pays qui sont développés sans les dettes. Donc, il faut savoir, il faut noter aussi que la dette, et il faut le rappeler, aujourd'hui est une arme sophistiquée dans la main des Occidentaux pour nous mettre, pour nous tenir. Prenons un exemple. Depuis qu'on parle de la dette, Je n'ai jamais vu un pays en Afrique élaborer des projets d'industrialisation et solliciter une dette pour ça. Vous n'en aurez jamais de l'argent pour ça. C'est pour construire des routes, pour construire des toilettes, pour construire des écoles. Là, on est prêt à vous donner de l'argent. Pourquoi? Parce qu'ils savent que ce dans quoi vous voulez investir ne sera pas productif pour donner des ressources nécessaires pour faire en face au service de la dette. Donc, c'est un peu ça la formule de l'endettement qu'utilisent les colons contre nous. Mais finalement, comment changer la donne? Comment faire en sorte que l'endettement serve réellement
au développement de l'Afrique. Très bien. Et qui nous souviennent, dans cette Afrique, les gens, des personnalités convaincues de la puissance de l'Afrique, se sont évertués à travailler nuit et jour pour former des projets viables afin de sortir l'Afrique de la pauvreté et de la misère. Je vais citer le nom de Kadhafi. Avec tout ce qu'il a vécu, il a mis des moyens. Il demandait qu'on doit pour l'Afrique un fonds monétaire africain. Il a dit pour l'Afrique, on doit avoir notre propre monnaie. Il dit pour l'Afrique, nous devons avoir notre propre politique de développement, ne pas tourner vers l'endettement, mais tourner sur un développement autocentrique. Mais ça lui a valu quoi? Puisque déjà, les Blancs ont su que là où va cet homme, si on le laisse faire, nous allons tomber. Là, ils ont pris l'armée en complicité avec les siens, les Africains. Ils l'ont éliminé. Où se trouvent ces projets? Alors que ces projets devaient nous amener à être autonomes financièrement pour faire face à la réalisation de nos projets allant dans le bien-être de nos populations. Autrement dit, vous estimez que l'Afrique peut se passer de l'endettement? L'Afrique peut se passer bel et bien de l'endettement. Non, l'Afrique ne peut pas se passer de l'endettement, mais l'Afrique doit se passer de l'aide au développement. Parce que, c'est pourquoi je dis, la notion de la dette n'est pas perçue de la même manière d'un point à un autre. L'aide au développement nous enlise dans la pauvreté, dans la misère, dans la précarité, dans la dépendance institutionnelle avec le monde et dans la dépendance donc avec les pays qui nous chapeautent. Alors aujourd'hui, l'Afrique est en train de trouver des mécanismes pour lui-même créer son réseau d'endettement. Et c'est ça qui justifie l'exemple qu'a pris donc mon vis-à-vis M. Kodjo donc à Tau, en citant donc Kadhafi. Il faut tropicaliser aujourd'hui la notion de la dette. Et donc, trouver des mécanismes par lesquels l'Afrique lui-même va représenter un stock de la dette, pouvant permettre, non, un stock de l'épargne, pouvant permettre aujourd'hui aux États de pouvoir aller emprunter sur un marché domestique. Quitte à ce que lorsque cette cagnotte serait épuisée ou serait insuffisante, qu'on puisse demander maintenant de l'aide. Non, pas de l'aide. Demander de la coopération sur le plan international. Vous savez, Inès, lorsqu'on veut parler de la dette en Afrique, je ne sais pas qui a formaté le disque de nos dirigeants ou de nos responsables. On parle de 70%. Vous ne devez pas dépasser 70%. Ça, c'est un critère de convergence africain. Et c'est partagé dans toutes les régions et dans tous les pays. Aujourd'hui, lorsque vous approchez des 70%, vous avez quelqu'un comme le Fonds monétaire international ou la Banque mondiale qui commence par venir chez vous fréquemment et vous dit hey, attention, ce que vous êtes en train de faire là, nous vous suivons. Vous êtes en train d'aller vers les 70%. Mais figurez-vous, Inès, quand je me suis amusé à regarder un peu le taux au niveau du Japon, ça fait 238%. Il n'y a pas le Fonds monétaire international qui va au Japon. Quand j'ai fouillé un peu Singapour, 111%. Quand j'ai fouillé un peu la Grèce crève le plafond au niveau de l'Europe avec au-delà des 150%. Et même la grande puissance, les États-Unis, et quand j'ai cherché donc à comprendre, ils sont à 79% de taux d'endettement. Je peux en citer. Et au même moment, des pays comme le Nigeria, première puissance du pétrole, 22%. Vous avez le Sénégal, vous avez la Côte d'Ivoire. Le Sénégal, la dernière fois, a reçu une série donc de missions du Fonds monétaire international de la Banque mondiale parce que ce pays a découvert son pétrole et puis son gaz et d'aller dans une dette excessive, pour pouvoir donc développer ces infrastructures. C'est eux qui reçoivent le Fonds monétaire international. C'est eux qui reçoivent donc ces messieurs qui viennent nous tempêter, qui viennent nous crier dessus pour dire arrêtez-moi ça parce que
nous n'allons pas dépasser les 70%. Désormais, l'Afrique ne doit plus faire face donc à ces critères de convergence. Il faut lever les verrous de ces critères de convergence-là. Il a parlé de la Libye. C'était le seul pays africain, s'il vous plaît, à ne pas avoir de dette, 0% de dette, jusqu'à la veille du décès donc de Kadhafi. Aujourd'hui, la Libye, c'est vrai, c'est le dernier pays toujours à s'endetter avec un taux record donc de 9%. Mais figurez-vous, Inès, le plus endetté aussi s'appelle l'Érythrée en Afrique. L'Érythrée, Inès. L'Érythrée avec 131% donc de ratio d'endettement. Et quand vous prenez l'Érythrée et la Libye, c'est des pays en crise. L'Érythrée, il arrive même des fois où, sur le plan économique, vous ne les retrouvez pas dans les documents. Il n'y a pas de mission qui évalue donc la performance de ce pays-là. Mais quand il s'agit de l'endettement, on retrouve donc ces pays. Véritablement pour dire que c'est une conscience collective qui doit gouverner désormais l'Afrique. La notion de la dette, je l'ai dit, c'est une notion positive. Ça doit être vu comme un mécanisme, comme un moyen nécessaire. Et comment justement en arriver là? Merci. C'est ce que mon vis-à-vis a commencé par citer, la notion donc de Fonds monétaire africain qui a déjà commencé par germer au niveau donc de la Libye, mais aussi la notion donc du marché boursier qui a également commencé par fleurir au coin donc, du continent. Je veux parler de l'Afrique de l'Ouest. Il faut aller vers ces genres de regroupements donc de finances où nos États pourront aller chercher la cagnotte. Vous savez, Inès... J'imagine que vous avez peut-être applaudi, non, les bons social Covid. C'est ce que j'allais citer à l'instant. En Afrique de l'Ouest. Merci, c'est ce que j'allais citer tout à l'heure. Covid-19 vient. Le Fonds monétaire international, papa de tous les Africains, vient et dit, bon, écoutez, les enfants, venez, vous avez donc des dettes. Ça a quoi à voir avec? Mais bon, qu'à cela ne tienne. Venez les enfants. Bon, toi, je vais t'alléger à telle hauteur. Et figurez-vous, ils ont pris la période allant donc de mai à décembre pour donc décider d'alléger. Mais au même moment, un instrument donc comme l'agence Umwatite a mis sur pied un mécanisme qui n'existait pas, le bon social. Et au bout de 18 jours, on a remarqué que nous sommes allés à 1185 milliards de francs CFA, soit un peu au-delà donc de 2 milliards donc de dollars en termes donc de collecte en 18 jours. Mais c'est extraordinaire pour 8 pays, où on peut même citer 7 parce qu'il y a la Guinée, il y a le cas donc de la Guinée-Bissau qui continue donc pas hanter les autres et donc qui n'est véritablement pas productif. Mais je dis, c'est un waouh, c'est un succès qui doit être normalement divulgué dans les 4 autres régions économiques du continent africain pour dire, allons à l'école de Dakar, allons à l'école donc de l'agence Umwatite, allons à l'école de ce que l'UEMOA est en train de faire. Pourquoi la CEDEAO, Inès? Pourquoi la CEDEAO ne peut pas mettre sur pied aujourd'hui un instrument analogue? Aujourd'hui, on parle de la CEDEAO, mais vous ne voyez que des traitements donc politiques. Vous ne voyez que des conflits. La CEDEAO ne traite que des conflits. Il faut qu'on arrête ça sur le continent africain. Il faut que le Nigeria prenne le lead vocal, enfin, de l'économie de la région. Que la bourse donc de Lagos soit transformée en une bourse structurelle pouvant permettre aujourd'hui aux 15 États de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest de venir chercher la cagnotte nécessaire pour leur développement. Il faut qu'enfin le Maroc, qui est en train de loucher la CEDEAO, puisse mettre à sa disposition son instrument de financement et que nous allons véritablement vers des dettes souveraines, oui, mais aussi vers des dettes tropicalisées qui répondent à nos politiques d'endettement et qu'on cesse d'aller donc taper la porte à la France, à la Grèce, enfin, pas la Grèce, aux États-Unis, à la Chine, pour développer donc nos infrastructures, pour aller véritablement vers l'émergence tant souhaitée sur le continent africain. Donc, j'estime que il y a le mécanisme, il va falloir juste une volonté, une décision politique des pairs pour que l'Afrique trouve sa voie. Je vous ai vu sourire plusieurs fois. Bien sûr. Dites-nous. J'ai l'impression que pour développer sa maison, on met les yeux dans les poches de son prochain. C'est grave. Et il y a quelqu'un qui dit, faut pas commettre l'erreur de mettre la clé de ton bonheur dans la poche d'autrui. Parce qu'à tout moment, il peut te manipuler.
C'est le schéma que présente l'Afrique. On nous parle de la dette comme un instrument de développement. C'est ce que moi je rejette. Mais je me demande aussi que, mais avec quelle dette, par exemple, on peut aller à une industrialisation responsable? Mais je me mets parfois à faire ce genre de calcul, à faire ce genre de théorie, de pratique, pour dire, mais on va vider toutes les ressources du continent africain pour une industrialisation responsable qui va sortir l'Afrique de ce que nous vivons actuellement. Mais avec combien on va prendre de chez le voisin, les Européens, je vais dire, pour construire des avions, des bateaux, pour construire des usines de voitures, tout ce dont nous on a besoin ici en Afrique. Combien on pourra avoir de chez eux? Donc du coup, le problème d'endettement doit être pensé autrement. Comptons déjà sur nous-mêmes. Si on met notre confiance sur ces gens pour dire, mais quand on va même dans les choses là de la bourse, mais qui sont ceux-là qui financent? Ce ne sont pas des Africains. Ce sont des gens qui sont parrainés par l'Occident, mais qui les tiennent pour dire, mais c'est dans telle direction que vous devez aller. Si vous décalez un tout petit peu, on vous ramène à l'ordre. C'est un peu ça le problème. Donc du coup, l'endettement doit être revu, doit être repensé autrement. Pour dire que les colons, ces gens-là qui nous tiennent, qui ne veulent pas du tout qu'on émerge, on doit créer des mécanismes de développement autocentrique pour pouvoir les contourner. Un pays, quelqu'un qui veut investir, un investisseur qui veut mettre son argent dans un pays, on leur crée des conditions favorables. On n'y met pas un sou. Lui-même apporte tout et travaille et nous on en tire des profits. Là, l'endettement sera minimisé. Et si des choses comme ça évoluent sur ces thèmes, je pense que nous aurons de quoi être autonomes pour pouvoir subvenir aux besoins de l'Afrique et libérer complètement l'Afrique de cette dépendance qui ne cesse de s'agrandir. Alors, que pensez-vous, par exemple, d'un pays comme le Ghana, qui a décidé comme ça de rompre les liens avec le Fonds monétaire international? Oui. Est-ce que c'est le genre d'exemple à suivre par les autres pays africains? C'est le genre d'exemple à suivre. Parce que le Ghana a réussi quand même à compter sur certaines ressources additionnelles. Qui dit, aujourd'hui, là où je suis, mais je suis autosuffisant par rapport à certaines dépenses qui ne nécessitent pas d'aller sur le terrain de l'endettement. Et en faisant ainsi, il sauve sa population. Aujourd'hui, le Ghana se porte mieux. Son PIB se porte mieux. Donc, quand un président se lève comme ça et parle devant les ténors de l'économie, la Banque mondiale, la FMI, d'abord c'est une provocation. Je suis sûr qu'il serait en train de payer un prix quand même autrement. Mais il tient le coup parce qu'il savait ce qu'il disait. Donc, nous devons faire attention à là où nous allons faire des endettements pour appuyer notre développement. Point. Kazmik Pedja. Oui, le Ghana déjà en 1980 avait déjà donc émis cette idée-là et en 2019, le même pays revient encore pour donc renforcer son hégémonie sur le plan donc économique. Je crois que c'est des initiatives à encourager, mais qu'est-ce que le Ghana peut, dans un ensemble de 53 ou bien dans un ensemble de 15 où tout le monde est dirigé vers les institutions de Bretton Woods, qu'est-ce que le Ghana pourra véritablement avec son simple CIDI? Oui, la question de l'endettement retourne aussi à la valeur donc de nos monnaies. Nos monnaies
n'ont pas cette rigidité devant le dollar. Ça, il faut le dire. Simplement parce que notre économie est faible. Même le Nigeria, quand vous prenez aujourd'hui le Naira, ça vaut quoi devant le dollar lorsque le dollar décide donc d'asphyxier l'euro? Qu'en serait-il du Naira? Donc, véritablement, oui, le Ghana, j'aime citer cet exemple, mais le Ghana est allé seul. J'aurais bien voulu que juste à côté du Ghana, nous avons la Côte d'Ivoire. Que la Côte d'Ivoire aussi, par exemple, décide, non pas de bouder les deux, mais déjà de commencer par dire, bon, le Fonds monétaire international, nous allons déjà commencer par revoir notre coopération. Déjà de dire à l'Union européenne, écoutez, collez-nous un peu la paix, nous allons revoir un peu nos modes de fonctionnement. Et ensemble, peut-être au niveau de la CEDEAO va repenser la question autrement. Mais aujourd'hui, que cela soit bien vu, la CEDEAO n'en a rien dit jusqu'à présent. Le Ghana a pris une résolution qui n'engage que lui. Ça fait que véritablement, on se demande, est-ce qu'on est ensemble pour aller vers le sous-développement ou bien on est ensemble pour aller vers le développement? Et moi, ça me pose toujours le problème de l'indépendance verbale, de l'indépendance donc de notre pouvoir sur le continent africain. Ne sommes-nous toujours pas contrôlés par ces méga puissances-là qui viennent nous prêter ces miettes-là? Et lorsqu'il s'agit de parler du continent africain, surtout des pays subsahariens, on parle des pays pauvres très endettés. Voilà des vocabulaires que vous allez rencontrer en Afrique. Pays pauvres très endettés. C'est vrai, ça va au-delà et ça va dans certains pays de l'Asie, mais c'est beaucoup plus concentré en Afrique, pays pauvres très endettés. Mais vous n'allez jamais entendre les institutions de Bretton Woods parler de pays riches très endettés. Et pourtant, c'est eux qui sont les plus endettés. Les pays riches sont les plus endettés. Donc, la question, ce n'est pas est-ce qu'on s'endette ou pas. La question, c'est de savoir est-ce que nous respectons nos cahiers de charges, ce qu'on appelle le service de la dette. Est-ce que nous honorons nos engagements? Sinon, ça veut dire la dette en elle-même n'a aucun problème. Le véritable problème, c'est la mauvaise gestion. Lorsque vous prenez les fonds et que les fonds sont détournés vers d'autres projets ou bien vers d'autres destinations, vous comprenez donc avec moi que vous n'allez jamais créer cette richesse et que véritablement cette notion donc de gestion, de bonne gestion de nos États commence par hanter les dirigeants africains. Au-delà de ça, lorsqu'on parle de l'Égypte, c'est le pays le plus endetté en termes donc de valeur nominale. Je dis bien en termes de valeur nominale sur le continent africain, c'est l'Égypte. Aujourd'hui, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale ne hantent pas trop le sommeil de l'Égypte. Si ce n'est pas l'ONU qui parle donc des questions donc de djihadisme, si ce n'est pas ça, l'Égypte est tranquille. Parce qu'aujourd'hui, l'Égypte, quand on tape 1, 2, 3, l'Égypte tourne vers le Moyen-Orient, vers les pays donc arabes, l'Arabie Saoudite, pour développer ces projets. Et vous avez vu, un pays comme le Sénégal aussi a compris la notion et est en train donc de s'orienter. Donc moi je crois que au-delà de la tropicalisation donc de notre portefeuille d'épargne, je pense aussi qu'il faut tourner parfois dos. Il faut tourner dos aux Occidentaux. Absolument. Il faut tourner dos à l'Asie aussi, parce que la Chine devient de plus en plus aussi chiante en termes donc de taux d'intérêt, en termes donc d'exigence. Voilà des gens qui vous disent oui, nous vous prêtons, mais voici nos conditions. Vous devez acheter les matériaux chez nous. Vous devez donc permettre l'exploitation donc de vos gisements de ci ou de ça. Je crois qu'il faut tourner maintenant le regard véritablement vers d'autres espaces du monde qui ont quand même un portefeuille bien fourni en termes donc de cagnotte financière pour financer l'Afrique. Et pourquoi pas? Pensons aussi à un moment donné à être donc un pays où les autres viendront aussi chercher le financement. Ce n'est pas exclu parce que le stock, je continue par le dire, le stock de nos épargnes aujourd'hui est en dormance dans nos banques, dans nos institutions donc financières, que ce soit donc les institutions de microfinance, que ce soit les banques ou même les sociétés de gestion d'intermédiation. Il y a une masse monétaire qui ne dit pas son nom, qui est en dormance. Donc véritablement qu'on trouve le mécanisme de pouvoir donc fructifier, de pouvoir donc injecter ces liquidités-là dans le marché du dollar, dans le marché de l'euro, pour en ressortir certainement des taux d'intérêt des plus mirobolants, pour permettre quand même aussi à l'Afrique de dire non,
nous allons cesser d'être cet enfant malade du monde, mais être aussi un partenaire au développement et non être chaque fois celui qu'on doit aider. La notion d'aide, pour moi, ça sonne très mal lorsqu'on veut parler de l'Afrique. Kodjo-Ato, il y a une question qui a été évoquée tout à l'heure par Casimir Pédio, la notion de la gestion même de la dette. Oui, et parlons de la notion de la gestion. Ce sont aussi en réalité... Parce qu'il faut bien que la dette qui a été prise soit réellement utilisée pour la cause. L'argent connaît parfaitement votre mentalité. Et ils savent très bien, en vous octroyant à ce taux, c'est-à-dire cet argent, que vous allez les dilapider. Vous allez les détourner, les réorienter vers des réalisations improductives. Ils savent très bien ça. Donc, quand on parle de la mauvaise gestion, c'est prémédité. C'est-à-dire les gens le savent déjà. Donc, c'est pour cela que nous devons changer un tout petit peu de comportement dans la gestion de notre dette ou bien de notre endettement. Et quand on prend l'exemple, par exemple, de Ghana, par exemple, mais le Ghana a réussi à asseoir véritablement une gestion basée sur le résultat. Et si tu hasardes à voler quelque chose au Ghana, mais tu es foutu. Mais aujourd'hui, dans certains pays en Afrique, mais le détournement, les choses là sont légalisées. Et c'est ça qui, en même temps, vraiment, c'est ça que même les bailleurs, l'Occident, aiment, pour que vraiment, à chaque fois, vous demandez, on vous donne, pour les désorienter après tout, pour ne pas aboutir à ce que vous voulez faire. C'est un peu ça. Donc, je voudrais, pour quand même... Très rapidement, parce que nous sommes à la fin. Vraiment que l'Afrique soit solide, il faut un regroupement. Aucun pays pris isolement ne peut affronter ces géants-là, qui n'ont jamais voulu le développement de l'Afrique. Merci Kodjo-Ato. Casimir Pédio. Oui, c'est véritablement, oui, pour conclure, j'avoue qu'on n'a pas abordé la notion donc des coupons, donc des taux d'intérêt qui paraît aussi comme un mécanisme donc de véritablement de dominance donc de ces institutions de Bretton Woods. Mais qu'à cela ne tienne, pour conclure, vous savez, nous avons des puissances. Oui, le continent africain est une puissance. L'Égypte, l'Éthiopie, le Ghana et que sais-je encore. Il faut que véritablement, comme il a dit, que nous puissions aller vers des regroupements économiques véritables pour pouvoir développer donc le continent. Et le mécanisme qu'est la dette doit être conçu, repensé par nos dirigeants pour véritablement servir pour le développement de ce continent. Je vous remercie. Kodjo-Ato, je vous laisse le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est pour dire que quelque chose se fait en Afrique. Quoi qu'il fasse, nous allons nous développer. Ils peuvent placer qui ils veulent. Nous, en Afrique, nous allons nous développer. La jeunesse a déjà compris. C'est qui ce île La jeunesse africaine a compris le système des Occidentaux et ils travaillent acharnement pour se libérer. Merci. Merci à vous, chers invités, d'être passés sur Sika TV et dans Espace Éco. Je rappelle à vous, chers amis téléspectateurs, que j'étais en compagnie de M. Kodjo-Ato. Il est spécialiste en marketing et stratégie. En face de lui, Casimir Pédio, journaliste. Merci de nous avoir reçus chez vous et à très bientôt.